Le soleil s'est levé sur la paisible campagne normande, projetant une lueur dorée sur le vaste ranch qui servait de lieu idéal pour le mariage de l'année. Le pasteur Essien Harmon, un charismatique de 28 ans au regard perçant et au charme magnétique, venait de se marier avec Olive Morgan, une veuve de 50 ans connue pour son immense richesse et ses efforts philanthropiques. Leur union n'était pas conventionnelle, on en parlait à voix basse sur les bancs et dans toute la communauté, mais personne n'osait remettre en question la volonté de Dieu. Du moins c'est ce qu'ils pensaient. 2 mois plus tard, le corps d'Olive a été découvert enterré dans une tombe peu profonde, sa forme sans vie à peine dissimulée par la terre perturbée d'un champ isolé. Le jeune pasteur autrefois admiré était devenu l'objet d'une chasse à l'homme à l'échelle nationale, ses sermons de rédemption et de foi étant désormais éclipsés par sa descente dans les ténèbres. Qu'est-ce qui a conduit à cet acte horrible? Comment un homme qui prêchait l'amour et le salut a-t-il pu commettre un crime aussi impensable? Et quels secrets Olive a-t-elle découverts qui ont scellé son destin tragique? Restez avec nous alors que nous décryptons les événements effrayants qui ont abouti à un meurtre si brutal qu'il a brisé toute une communauté. N'oubliez pas de vous abonner pour des récits plus captivants qui exposent les recoins les plus sombres du cœur humain. Faites-le nous savoir dans les commentaires. Que feriez-vous si vous étiez confronté à la trahison ultime? Le pasteur Essien Harmon semblait être un homme qui avait tout. Étoile montante de la scène religieuse d'une petite ville normande, Essien était adoré par sa congrégation pour ses sermons enflammés, qui combinaient des valeurs traditionnelles avec un charme attachant qui attirait petits et grands. Son costume élégant, son attitude confiante et son regard perçant faisaient de lui l'image même d'un homme de Dieu moderne. Pourtant, son humilité et remerciant toujours sa défunte mère d'avoir inspiré sa foi, a scellé le cœur de ceux qui croyaient qu'il était destiné à la grandeur. Son récent mariage avec Olive Morgan a cependant suscité de légers murmures au sein de la congrégation. Olive, une riche veuve de 50 ans connue pour sa philanthropie et son sens aigu des affaires, était autant un mystère qu'une présence dans la communauté. Elle avait financé des projets locaux, fait des dons généreux à l'église et reconstruit tranquillement sa vie après avoir perdu son premier mari dans un accident de voiture près d'une décennie plus tôt. Même si Essien prêchait sur l'amour sans frontières, l'écart d'âge de 22 ans entre les deux a fait sourciller. Beaucoup se demandaient pourquoi un jeune pasteur ambitieux épouserait une femme plus âgée au lieu de poursuivre une personne plus proche de son âge. Publiquement, Essien a décrit Olive comme son roc, une femme qui a vu son potentiel et encouragé son ministère comme personne d'autre ne l'avait fait. En privé, cependant, les raisons étaient bien plus sinistres. Pour Olive, épouser Essien semblait être une seconde chance d'amour et de compagnie. Sa vie a été marquée par des décisions difficiles et par la solitude après la mort de son mari. Essien entra avec son charme, lui assurant que leur rencontre était ordonnée par Dieu lui-même. Leur cours éclair était rempli de grands gestes, sérénades devant la congrégation, dîner romantique dans la salle paroissiale et promesse de construire ensemble une vie de foi. Mais les motivations d'Essien n'étaient pas ancrées dans l'amour ou l'intervention divine. Sous son extérieur charismatique se cachait un homme animé par la cupidité et l'ambition. La richesse d'Olive était son ticket d'or, un moyen de financer son ministère grandissant, de s'assurer une vie confortable et d'enterrer les secrets de son passé. Pour l'instant, la façade tient bon. La ville s'est rassemblée autour des jeunes mariés, leur offrant félicitations et cadeaux, ignorant parfaitement la tempête qui se préparait sous la surface. Essien portait parfaitement le masque d'un mari dévoué, mais des fissures se formaient déjà, des fissures qu'Olive commençait à remarquer. Avant qu'Essien Harmon ne devienne le vénéré pasteur Harmon de Saint-Clair, en Normandie, il était simplement Essien, un jeune homme troublé avec un passé obscur qu'il avait travaillé sans relâche pour effacer. Ayant grandi dans une famille stricte et conservatrice, Essien a appris à projeter la perfection tout en dissimulant le chaos qui se préparait en dessous. Son père, un disciplinaire intransigeant, imposait des idéaux religieux rigides, et sa mère, une présence plus calme et plus douce, luttait pour protéger Essien des pressions des attentes de son père. Adolescent, Essien mène une double vie. Le dimanche, il était un fils obéissant, assis consciencieusement sur les bancs de l'église. Mais pendant la semaine, il cherchait à s'échapper. Il est tombé sur une foule plus âgée dans une ville voisine, se livrant à des comportements à risque allant du petit vol à l'expérimentation de drogue. Mais son secret le mieux gardé était celui qui heurtait le plus violemment son éducation, son attirance pour les hommes. Dans la ville conservatrice de Saint-Clair, déclarer son homosexualité était impensable. Essien a enterré ses sentiments,
les rationalisant comme des tentations passagères et à chercher refuge dans l'Église. Mais la façade s'est brisée lorsqu'il s'est retrouvé dans une situation compromettante avec un autre garçon d'une ville voisine. Les conséquences ont été rapides et brutales. Son père l'a renié et la famille du garçon a déménagé pour éviter le scandale. Essien s'est retrouvé avec une profonde honte et une détermination brûlante à se réinventer. Au début de la vingtaine, Essien réapparaît comme une figure charismatique avec une foi retrouvée. Il a affirmé avoir connu un éveil spirituel et a commencé à prêcher sur la rédemption, en s'appuyant sur ses propres expériences d'écart du chemin. Son histoire a profondément résonné auprès de sa congrégation, qui le considérait comme une preuve vivante de la grâce divine. À l'âge de 28 ans, Essien avait fait grandir son église d'un petit rassemblement de 10 personnes à une congrégation de plus de 300 personnes. Cependant, la vérité est restée cachée. Chaque week-end, sous couvert de servir les communautés rurales, Essien conduisait plusieurs heures pour rencontrer Lartigue, un artiste de 34 ans qu'il avait rencontré dans une galerie à l'extérieur de la ville. Leur relation était passionnée mais méticuleusement secrète. Essien tenait à se réunir dans des endroits où personne ne le reconnaîtrait. Lartigue, bien que méfiant quant à la réticence d'Essien à être vu en public, est resté à cause du charme d'Essien et des promesses d'un avenir où ils pourraient être ensemble ouvertement. Essien pensait avoir parfaitement équilibré sa double vie, jusqu'à ce qu'il rencontre Olive Morgan. Sa richesse et ses relations étaient irrésistibles. L'épouser était une décision stratégique, une chance d'assurer son avenir, de financer son ministère et de consolider sa position de leader communautaire. Mais Essien a sous-estimé l'intelligence et la curiosité d'Olive. Les murs de sa façade soigneusement construite étaient sur le point de s'effondrer. Au début, Olive Morgan a été séduite. Le charme d'Essien était enivrant et sa capacité à tisser des mots de dévotion et de foi lui faisait croire qu'elle avait trouvé un homme qui l'appréciait vraiment. Elle se considérait comme son point d'ancrage, la figure stable derrière son ministère naissant. Olive ignorait souvent les rumeurs sur leur écart d'âge et les raisons spéculatives derrière leur union, les qualifiant de jalousie ou d'étroitesse d'esprit. Mais Olive n'était pas idiote. Elle n'avait pas bâti sa fortune et avait surmonté toute une vie de défis en restant aveugle aux intentions de ceux qui l'entouraient. Au fil du temps, de subtiles incohérences dans le comportement d'Essien ont commencé à l'arranger. Il était souvent distant, passant de longs week-ends sous prétexte de programmes de sensibilisation. Son téléphone, toujours à portée de main, était verrouillé avec un code qu'elle ne connaissait pas et il évitait l'intimité pas seulement physiquement, mais émotionnellement, comme s'il retenait constamment une partie de lui-même. Le point de rupture est survenu lors d'une des missions du week-end d'Essien. Olive, soupçonnant qu'il y avait plus dans ses voyages qui ne le laissaient entendre, a décidé de faire quelque chose qu'elle n'aurait jamais pensé devoir faire dans son mariage. Elle le a suivi. Embaucher un détective privé lui semblait extrême, alors elle a choisi de conduire elle-même. C'était une décision qui allait tout changer. Par un samedi matin frais, Olive a suivi la voiture d'Essien hors de Saint-Clair. Elle a gardé une distance de sécurité pendant qu'il conduisait 3 heures vers l'ouest jusqu'à un petit quartier artistique à la périphérie de Paris. Son cœur s'emballa lorsqu'elle le vit entrer dans l'allée d'une modeste maison. Elle s'est garée à proximité, attendant, l'esprit rempli de possibilités. Une visite à domicile pour quelqu'un dans le besoin, un accord commercial secret. Ce qu'elle a vu a bouleversé son monde. Essien descendit de sa voiture et fut accueilli par un homme, Lartigue, qui l'embrassa intimement. Ce n'était pas le problème. Le choc est venu lorsqu'ils sont passés de l'étreinte à l'embrassement pendant près de 2 minutes. Olive resta figée, regardant les 2 hommes disparaître dans la maison. Son esprit avait du mal à comprendre ce dont elle venait d'être témoin. L'homme qu'elle avait épousé, l'homme en qui elle avait confiance, vivait une vie qu'elle n'aurait pas pu imaginer. Olive rentra à Saint-Clair hébétée, la révélation s'écrasant sur elle par vagues. Mais ce n'était pas seulement la trahison de son infidélité qui la hantait. C'était ce que cela signifiait pour son image soigneusement organisée et pour leur mariage. Alors qu'elle parcourait les souvenirs de leur relation, de petits détails commençaient à prendre un nouveau sens. La façon dont il détournait les questions sur son passé, les nuits où il semblait distant et préoccupé, et l'urgence soudaine avec laquelle il avait proposé, tous indiquaient des motivations plus profondes. Ses soupçons ont été confirmés lorsqu'elle a trouvé un dossier rempli de documents dans le bureau d'Essien plus tard dans la semaine. À l'intérieur se trouvaient des papiers non signés, notamment un projet de testament le désignant comme l'unique bénéficiaire de sa succession et des notes sur les opportunités d'investissement à venir liées à sa richesse.
Son cœur se serra lorsque l'horrible vérité lui apparut. Essien ne l'avait pas épousée par amour, mais dans le but d'accéder à sa fortune. Se sentant piégée et trahie, Olive ne savait pas vers qui se tourner. Elle s'est confiée au pasteur adjoint, David Warren, un homme en qui elle avait implicitement confiance. En larmes, elle lui a tout raconté, l'affaire, la manipulation financière et sa peur grandissante qu'Essien puisse faire quelque chose de drastique pour protéger ses secrets. David l'a exhorté à confronter Essien avec prudence, l'avertissant de faire preuve de légèreté. Mais Olive, une femme qui a fait face à sa part de difficultés de la vie, n'était pas près de reculer. Elle a décidé qu'il était temps de confronter son mari et de le forcer à dire la vérité, espérant contre toute attente qu'il pourrait se repentir et changer. Elle ne le savait pas à l'époque, mais sa décision de révéler ce qu'elle savait déclencherait une série d'événements qui mèneraient à sa mort prématurée et horrible. La soirée où Olive a décidé d'affronter Essien a été étrangement calme. Elle avait passé la journée à se préparer, à examiner toutes les réactions possibles qu'il pourrait avoir. Allait-il avouer, nier, essayer de la manipuler avec son charme comme il avait fait avec tant d'autres? Elle ne le savait pas, mais elle était déterminée à le découvrir. Essien arriva tard, comme d'habitude, la cravate desserrée et l'air décontracté. Olive attendait dans le salon, l'expression calme mais résolue. Elle avait répété ses paroles 100 fois, mais quand elle parla enfin, sa voix trembla. « Essien, commença-t-elle, nous devons parler. » Il se figea un instant, puis se tourna vers elle avec un sourire chaleureux et désarmant. « Bien sûr, Olive, qu'est-ce que tu penses ?» Elle inspira profondément en s'agrippant à l'accoudoir de sa chaise. « Je t'ai suivi le week-end dernier. Je sais pour ce type. Je connais votre relation avec lui. » La pièce devint silencieuse, le poids de ses paroles pesant lourdement dans l'air. Pendant une seconde fugace, le masque de calme d'Essien vacilla, sa mâchoire se serra et ses yeux se tournèrent vers elle, à la recherche de signes de faiblesse, mais Olive maintint son regard, sans broncher. « Avant que vous disiez quoi que ce soit, continua-t-elle, sa voix désormais plus ferme, j'ai aussi trouvé les papiers dans votre bureau, le testament, les investissements. Vous aviez prévu de tout me prendre, n'est-ce pas ?» Le visage d'Essien s'assombrit, le charmant pasteur que sa congrégation adorait avait disparu, remplacé par un homme rayonnant de fureur froide. « Vous ne comprenez pas ?» dit-il sèchement. « Vous avez creusé des choses que vous ne devriez pas. Vous allez tout gâcher. »« Non, Essien, » rétorqua Olive en montant la voix. « Tu as tout gâché. Vous m'avez menti, vous m'avez utilisé et vous avez trahi tout ce que je pensais que nous représentions. » Essien commença à faire les 100 pas, ses mains passant dans ses cheveux tout en marmonnant dans sa barbe. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. Vous ne savez pas à quel point j'ai travaillé dur pour construire cette vie, pour réparer ce que j'ai vécu. Et ça répare le problème ?» Olive répliqua, se levant maintenant. « En trompant tout le monde, en me trompant, la dispute s'est intensifiée, leur voix résonnant dans toute la maison. La colère d'Essien s'est transformée en désespoir alors qu'Olive révélait un dernier coup. « Je l'ai dit à David, » dit-elle. « Il sait tout. Vous ne pouvez plus vous cacher. » Essien s'arrêta net, la mention du pasteur adjoint était un point de rupture. Son visage se tordit de rage et sa voix se transforma en un murmure menaçant. « Tu ne m'as pas laissé le choix. » Ces mots envoyèrent un frisson dans le dos d'Olive. Pour la première fois, elle ressentit un pincement au cœur. Essien s'approcha d'elle, son attitude calme mais d'une intensité déconcertante. « Nous pouvons arranger ça, » dit-il doucement en lui prenant la main. « Allons quelque part, juste nous deux. Nous devons parler sans tout ce bruit. » Olive hésita, tous ses instincts lui criaient de ne pas lui faire confiance, mais la partie d'elle qu'il avait autrefois aimée hésita. Contre son meilleur jugement, elle a accepté. Essien a suggéré qu'ils se rendent dans une retraite isolée, un endroit calme qui, selon lui, les aiderait à penser clairement. Olive accepta, espérant une résolution, ignorant qu'elle venait de sceller son destin. La route s'étendait à l'infini sous le ciel nocturne, les phares de la voiture d'Essien fendant l'obscurité. Olive était assise sur le siège passager, ses mains posées avec inquiétude sur ses genoux. Essien était étrangement calme, concentré sur la route. La tension dans la voiture était palpable, brisée seulement par le léger bourdonnement du moteur. « Où allons-nous exactement ?» demanda Olive, d'une voix prudente. « Il y a un endroit au bord du lac, » répondit Essien sans la regarder. « C'est paisible, pas de distraction. Nous pouvons parler correctement là-bas. » Olive hocha la tête mais resta méfiante. Son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas. Mais elle repoussa cette pensée,
se persuadant qu'Essian ne lui ferait pas de mal. Il était en colère, certes, mais sûrement pas capable de violence, du moins c'est ce qu'elle pensait. Après près d'une heure, ils arrivèrent dans une clairière désolée près d'un petit lac isolé. L'air était froid, le silence oppressant. Essien gara la voiture et sortit, faisant signe à Olive de le suivre. Elle hésita mais finit par sortir, resserrant son châle autour de ses épaules. « Pourquoi ici ?» demanda-t-elle, la voix légèrement tremblante. Essien se tourna vers elle, le visage affichant un calme indéchiffrable. « Parce que c'est là que nous pouvons enfin être honnêtes les uns envers les autres. » Il désigna un banc surplombant l'eau. Olive s'assit à contre-cœur, gardant une distance de sécurité alors qu'Essien se tenait devant elle. Il commença à parler, d'un ton mesuré et délibéré. « Tu m'as poussé dans un coin, Olive, dit-il. Je n'ai jamais voulu en arriver là, mais il fallait creuser, n'est-ce pas? Il fallait le dire à David. » Le cœur d'Olive s'emballa lorsqu'elle réalisa qu'il n'y aurait ni réconciliation, ni résolution. « Essien, tu n'es pas obligé de faire ça, dit-elle, la voix tremblante. Nous pouvons trouver une voie à suivre. Je ne le dirai à personne d'autre, je le jure. » Mais ces paroles semblaient seulement alimenter sa détermination. « Vous ne comprenez pas, a-t-il claqué, la voix s'élevant. Ma vie, tout ce que j'ai construit, dépend de ce que cela reste enterré. J'ai travaillé trop dur pour te laisser le détruire. » Sans prévenir, Essien se jeta sur elle. Olive a crié, essayant de le combattre, mais il était plus jeune, plus fort et poussé par le désespoir. Il la força à tomber au sol, ses mains se resserrant autour de sa gorge. La lutte fut brève mais violente. Les cris d'Olive furent étouffés alors que la poigne d'Essien lui coupait l'air. Ses luttes s'affaiblissaient et finalement, elle s'immobilisa. Essien se rassit, à bout de souffle, alors que la gravité de ce qu'il avait fait s'imposait. Il fixa le corps sans vie d'Olive, ses yeux écarquillés reflétant la faible lumière des étoiles. Pendant un instant, la culpabilité apparut sur son visage, mais elle fut rapidement remplacée par une froide détermination. Il a traîné son corps jusqu'à la voiture, récupérant une pelle qu'il avait emballée plus tôt. Essien creusa furieusement, la sueur coulant sur son visage malgré le froid. La tombe était peu profonde et précipitée, la terre recouvrant à peine la forme d'Olive. Une fois la tâche accomplie, Essien s'essuya les mains sur son pantalon et regarda le monticule de terre. « C'est fait, se murmura-t-il, comme si le dire à haute voix rendrait cela vrai. Il remonta dans sa voiture et partit, quittant la clairière en silence, ignorant qu'il avait négligé des détails petits mais critiques qui mèneraient à sa perte. Dans les jours qui ont suivi sa disparition, Essien a joué à merveille le rôle du mari concerné. Debout devant sa congrégation pendant le service du dimanche, il a parlé avec un air de désespoir et de chagrin. « Ma femme, Olive, n'est pas rentrée à la maison, » annonça-t-il, sa voix se brisant pour un effet supplémentaire. « S'il vous plaît, je demande vos prières, votre soutien et toute information que vous pourriez avoir. Elle est tout pour moi. » La congrégation s'est ralliée à lui, offrant ses condoléances et l'assurance qu'elle garderait un œil sur Olive. Certains ont même organisé des équipes de recherche, parcourant les quartiers locaux et les zones boisées dans l'espoir de la retrouver. Mais Essien avait méticuleusement planifié l'emplacement de sa tombe, ce que personne ne penserait à chercher dans une zone aussi reculée. Malgré son extérieur calme, des fissures dans l'histoire d'Essien ont commencé à se former. David Warren, le pasteur adjoint, a été parmi les premiers à le remarquer. Ayant été le confident d'Olive dans les semaines qui ont précédé sa disparition, David se méfiait déjà d'Essien. Il avait remarqué le changement soudain d'attitude d'Essien et la façon dont son chagrin semblait répété plutôt qu'authentique. David a décidé de creuser plus profondément. Sous prétexte d'aider Essien dans ses devoirs religieux, il a passé plus de temps dans le bureau et à la maison du pasteur, observant son comportement. Ce qu'il a découvert était troublant. Essien semblait agité, distrait et inhabituellement colérique. Il semblait également trop soucieux de contrôler le récit, interrompant souvent ceux qui spéculaient trop sur la disparition d'Olive. Pendant ce temps, la famille d'Olive devenait de plus en plus agitée. Sa sœur, Laure, a particulièrement exprimé ses doutes quant à la version des événements d'Essien. « Elle ne partirait jamais sans me le dire », a déclaré Laure au détective. « Quelque chose ne va pas. Il n'en sait plus qu'il ne le laisse entendre. » Les détectives affectés à l'affaire, Sarah Millet et Roberto Hébert, ont commencé leur enquête selon la procédure standard. Entretien, relevé téléphonique et perquisition au domicile d'Olive. Essien coopéra volontiers, désireux de paraître utile.
Tout ce que je peux faire pour la retrouver, a-t-il insisté, affichant son sourire caractéristique. Mais sous ce charme, le détective Millet sentait que quelque chose n'allait pas. Il est trop poli, fit-elle remarquer à son partenaire. Le deuil ne ressemble pas à ça, il est désordonné, brut. Il a répété ça. La percée s'est produite lorsque Laure a fourni au détective le journal privé d'Olive, qu'elle avait pris au domicile d'Olive. Dans ces pages, Olive avait fait état de ses soupçons grandissants à l'égard des siens. Elle a écrit qu'elle l'avait suivi à Paris, découvert sa relation avec l'Artigue et trouvé les documents faisant allusion à son projet de lui prendre son argent. Une entrée, datée de quelques jours seulement avant sa disparition, s'est démarquée. J'ai tout raconté à David. S'il m'arrive quelque chose, il saura qui est responsable. Le journal a fait passer l'enquête à la vitesse supérieure. Les détectives ont amené David pour l'interroger et il a confirmé les affirmations d'Olive, racontant les conversations qu'ils ont eues avant sa disparition. Fort de ces informations, ils ont obtenu un mandat pour fouiller la voiture et les biens des siens. Il n'a pas fallu longtemps pour que les fissures dans le plan des siens se creusent. Dans le coffre de sa voiture, les détectives ont trouvé des traces de terre qui correspondaient à celles trouvées près du lac isolé. Les données GPS de son téléphone ont révélé qu'il se trouvait dans la zone la nuit où Olive a disparu. L'alibi des siens, autrefois hermétique, s'effritait rapidement. Le dernier clou dans le cercueil est venu lorsque les équipes de recherche, agissant sur les données GPS, ont découvert la tombe peu profonde d'Olive. La vue était horrible, son corps à peine dissimulé, son châle toujours accroché à ses épaules. Les preuves médico-légales lient Essien directement à la scène, depuis les empreintes digitales sur la pelle jusqu'à l'ADN trouvé sous les ongles d'Olive. Lorsque les détectives ont confronté Essien aux preuves, son masque de sang-froid s'est finalement brisé. Cela n'était pas censé se passer comme ça, marmonna-t-il, la voix tremblante. Elle m'a forcé la main. Avec la découverte du corps d'Olive, l'affaire contre Essien Harmon a pris un élan imparable. Le pasteur autrefois adoré est rapidement devenu le principal suspect d'un meurtre qui a choqué toute la communauté. Les détectives Sarah Millet et Roberto Hébert, appuyés par les preuves matérielles et les témoignages, ont commencé à monter une affaire qui dressait un tableau accablant de la double vie d'Essien. Essien a été arrêté lors d'une descente matinale à son domicile. La même congrégation qui s'était rassemblée autour de lui quelques jours auparavant regardait désormais dans un silence stupéfait les policiers emmener leur pasteur menotté. Les images d'Essien, échevelé et menotté, ont inondé les médias, ternissant sa réputation autrefois impeccable. Lors de son premier interrogatoire, Essien a clamé son innocence, affirmant qu'il n'avait aucune idée de ce qui était arrivé à Olive. « J'aime ma femme », a-t-il insisté. « Je ne lui ferai jamais de mal. » Mais les détectives étaient préparés. Ils ont présenté les preuves méthodiquement, les données GPS, les traces de terre dans sa voiture, les empreintes digitales sur la pelle et le journal d'Olive. À chaque révélation, la façade d'Essien s'effritait encore davantage. Mais la preuve la plus accablante vient de sa relation secrète avec l'Artigue. Les détectives avaient retrouvé l'Artigue et l'avaient interrogé, découvrant ainsi les détails de leur liaison qui durait depuis des années. L'Artigue, dévasté par la nouvelle du crime d'Essien, a envoyé des SMS incriminants qui montraient la frustration croissante d'Essien à l'égard d'Olive et de ses projets visant à sécuriser sa richesse. Un message disait « Je n'en peux plus. Elle gâche tout. Il faut que cela cesse. » Le témoignage de l'Artigue, couplé aux preuves matérielles, n'a laissé Essien sans issue. Sous la pression croissante, il finit par s'effondrer lors d'un deuxième interrogatoire. « Elle allait me détruire, dit-il, la voix tremblante. Elle savait tout. Je n'avais pas le choix. » Le jeune pasteur, autrefois salué comme une lueur d'espoir, était désormais le personnage central d'une affaire qui révélait les côtés les plus sombres de l'ambition et de la trahison. Le procureur Alexandre West a ouvert le procès avec une déclaration brûlante. C'est une histoire de manipulation, d'avidité et de meurtre à un homme qui s'est enveloppé de foi, mais qui cachait des secrets si sombres qu'ils ont conduit à la mort d'une femme innocente. West a méticuleusement présenté les preuves, depuis les entrées du journal d'Olive jusqu'aux détails médico-légaux qui liaient Essien au crime. Des témoins, dont le pasteur adjoint David Warin et l'Artigue, ont témoigné de la tromperie d'Essien et de son désespoir de protéger ses secrets. La salle d'audience était fascinée lorsque David a raconté les aveux en larmes d'Olive quelques jours seulement avant sa mort. La défense, dirigée par un avocat de renom engagé par les derniers partisans d'Essien, a fait valoir que le meurtre était un crime passionnel plutôt que prémédité.
Ils ont dépeint les siens comme un homme poussé à bout par les complexités de sa vie personnelle, affirmant que la confrontation d'Olive avait déclenché un moment de rage incontrôlable. Mais le jury n'était pas convaincu. Les preuves des actions calculées des siens, sa planification du meurtre, la préparation de la tombe et ses tentatives pour brouiller les traces dressent le tableau effrayant d'un homme qui accordait de l'importance à ses secrets et à son ambition avant la vie humaine. Après des semaines de témoignages et de délibérations, le jury a rendu son verdict, coupable de meurtre au premier degré. La salle d'audience est restée silencieuse lorsque le juge a condamné Essien Harmon à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Pour beaucoup, cette sentence constitue une conclusion douce amère à une tragédie qui a laissé de profondes cicatrices dans la communauté. Au lendemain du procès, l'église autrefois florissante qu'Essien avait construite s'est effondrée. La congrégation, aux prises avec la trahison de son chef de confiance, s'est dissoute, laissant le bâtiment autrefois vibrant un étrange rappel de leur foi mal placée. David Warren, ébranlé mais déterminé, a commencé à reconstruire sa vie et son ministère, jurant de restaurer la confiance et l'intégrité de l'Église. La famille d'Olive, bien que dévastée, a trouvé du réconfort dans la justice rendue et dans le souvenir impérissable de sa générosité et de sa force. Le cas d'Essien Harmon est devenu un récit édifiant sur les dangers d'une ambition incontrôlée et les conséquences dévastatrices des secrets et des mensonges. Cela a laissé des questions persistantes pour la communauté et la nation. Comment quelqu'un pouvait-il cacher autant d'obscurité derrière une façade aussi charismatique? Et jusqu'où irait-on pour protéger une vie bâtie sur des mensonges? L'histoire d'Essien Harmon nous rappelle de manière effrayante à quel point la confiance peut être facilement trahie et comment l'ambition, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, peut conduire à une tragédie inimaginable. Ce qui a commencé comme l'histoire d'une étoile montante du ministère normand s'est transformé en un récit horrible de tromperie, d'avidité et de meurtre. La vie d'Olive Morgan, marquée par la gentillesse et la résilience, a été tragiquement interrompue par l'homme même qu'elle croyait être sa deuxième chance d'amour et de bonheur. L'impact de cette affaire continue de se faire sentir. Le pasteur Harmon, autrefois vénéré, est désormais une figure de prudence, son nom étant synonyme de trahison et d'hypocrisie. L'héritage d'Olive perdure cependant, sa générosité et son courage sont rappelés à ceux qui l'ont connu et aimé. Alors que nous concluons cette histoire poignante, nous nous retrouvons avec des questions obsédantes. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à franchir la frontière entre désespoir et dépravation? Les signes auraient-ils pu être perçus plus tôt et cette tragédie aurait-elle pu être évitée? Plus important encore, comment sortir de cette obscurité pour reconstruire la confiance et l'espoir? Si cette histoire vous a captivé, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne pour des récits plus captivants qui exposent les profondeurs de la tromperie humaine et la quête de la justice. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Qu'auriez-vous fait si vous aviez été à la place d'Olive? Et comment réconcilier la foi avec les échecs de ceux qui la prêchent? Restez à l'écoute pour d'autres histoires qui plongent dans les recoins les plus sombres de l'humanité, explorant la trahison, l'obsession et les efforts que les gens feront pour protéger leurs secrets. En attendant la prochaine fois, restez vigilants et continuez à vous remettre en question.